Bonjour, bienvenue dans les témoignages de Créalliance, des témoignages d'acteurs et actrices culturelles qui ont un message à vous transmettre. Aujourd'hui, c'est Ariane Burgelin, illustratrice, directrice artistique et graphiste, qui nous fait l'honneur de se confier à nous. Hello, moi c'est Ariane Burgelin. J'ai aussi un blaze qui est Ari Hazard, mais j'utilise rarement. En général, je m'identifie plus par mon prénom et mon nom. J'ai 26 ans, je suis directrice artistique et illustratrice. J'ai fait une école du coup de graphisme, Lisa et après un tutelab. Voilà. Mais après, l'illustration, c'est quelque chose que j'ai développé beaucoup plus par moi-même, parce qu'en graphisme, on n'a pas forcément illustration. Et depuis, je fais moitié graphisme, moitié illustration. Je vis pas que de l'illustration, je vis aussi du graphisme. Mais à terme, c'est vrai que j'aimerais bien un jour ne vivre que de l'illustration. Je pratique l'illustration de manière assez artistique, enfin, dans le sens où j'écris en fait des textes que après j'illustre. Donc la plupart du temps, c'est pour répondre à ma propre commande, c'est-à-dire que je me mets dans un contexte qui me permet d'avoir l'inspiration pour faire mon illustration. On va dire que je pense que une énorme part en fait de mon travail est basée quand même sur l'écriture, bien que je n'ai pas de formation littéraire initialement. Mais j'ai toujours aimé écrire et je pense que l'illustration me permet d'écrire mieux que si je faisais que d'écrire, comme c'est pas mon métier, l'écriture. J'aime bien répondre à des commandes, c'est vrai, mais j'aime bien aussi inventer des histoires et surtout projeter les gens dans un univers que j'ai dans ma tête, quoi. Pour le processus créatif, en général, ça se passe de la manière suivante, c'est que je vais écrire un mot-clé ou une chose, un sujet clé qui m'est venu par rapport à une chose que j'ai entendue ou lue. Et à partir de ça, je vais développer du coup d'autres idées, un peu en mode arborescence de pensée. Après, j'écris dessus et après, une fois que j'ai écrit dessus, je fais mon illustration. Quand je dis écrire, parfois, c'est juste un mot ou deux, mais c'est juste que parfois, en fait, j'ai juste noté 2 ou 3 mots, mais dans ma tête, c'est tellement plus vaste que l'illustration me permet de mettre tout ce que ma pensée dans une illustration. Je sais qu'il y avait des illustrations que j'avais faites où je me disais: «Mais en fait, si j'avais écrit plutôt que de l'illustrer, ça m'aurait pris des pages et des pages, de réflexion». Et là où parfois l'illustration, ça permet de condenser tout ça et de tout mettre dans un contexte. Je pense que les gens voient pas forcément toutes les idées que je place dans ce que je fais et parfois c'est pas il y a pas tant d'idées que ça non plus, donc ça rééquilibre, on va dire. Mais oui, en fait, souvent, ça me permet de dire des choses, de manière synthétique et à un endroit, quoi, de les placer quelque part. Et après, du coup, quand je me retourne et que je regarde, ce que j'ai fait, je me dis: «Bah, en fait, c'est vrai, j'ai voulu dire ça, 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 ça». C'est vrai que des fois, en fait, ma pensée, le problème, c'est que, j'ai l'impression des fois d'être dans une forêt noire et de courir en sprint, dedans et de pas savoir comment je suis arrivée à la sortie de ma forêt noire. Je sais que j'étais au début et après j'arrive à la fin et je trouve que l'illustration, ça permet un peu de retracer tout le fil de ma pensée et de revenir en fait là où j'en étais à la base de ma réflexion et des fois d'organiser ma tête aussi. Et c'est pour ça que le processus créatif et d'écriture, il est un peu sur ça en fait. C'est des mots-clés qui partent et après ça, je vais sur l'illustration et je pousse l'idée, quoi. Et les valeurs que je soutiens sont principalement la bienveillance et le respect en toute chose, dans une non-hiérarchisation. Pour moi, ça va aussi bien sur les causes féministes que sur la discrimination raciale ou je me prête pas à une seule cause, dans le sens où je pense qu'à partir du moment où on est dans le respect de toute forme de vie, ça passe de l'écologie au féminisme, parce que c'est une cohérence, en fait, entre les 2, quoi. Et dans les travaux, enfin, dans les clients que j'aime avoir et les commandes que j'aime avoir, j'aime qu'il
il y ait du sens, que c'est du sens par rapport à ces valeurs-là, justement, donc dans l'idée de la non-hiérarchisation et de la bienveillance. Après, des fois, je ne choisis pas toujours mes commandes et les clients que j'ai, mais on va dire que j'aime vraiment quand c'est des choses qui sonnent juste, quoi, qui racontent une histoire ou voilà. Mon projet sur les sorcières, était, déjà guidé en fait, avec mon amie du coup Alban Lafarge. On avait envie de travailler autour de la condition féminine et de l'écologie, enfin de l'écologie et de la nature étant toutes les 2 assez connectées, on va dire, au vivant et on avait vraiment envie de parler de ça et moi je me suis réaccaparé en fait ce projet qu'on avait ensemble, qu'on avait passé, un certain temps à travailler toutes les 2. Je pense que ça fait 1 an ou 2 qu'on travaille dessus. On ne travaille pas que sur ça donc c'était un projet parmi d'autres mais et oui du coup, je avec elle on a écrit, le fil conducteur de mon Ariane Tauber. Avec, du coup, c'était en 4 parties. Donc, il y avait l'héritage. L'héritage, c'était, toute la partie, qu'on imaginait en fait, autrefois, sur les sorcières, comment naissait une sorcière. Après la justice, c'était, au niveau historique, ce qui c'est les conséquences de cette croyance, comment on punissait, les sorcières. Dans la troisième partie, je me suis attaquée, aux des références pop culture et dans la dernière partie, c'était, tout ce qu'il y a aujourd'hui de la culture sorcière dans la société moderne, avec la religion Wicca, la vision qu'on a nous-mêmes de notre corps, en fait, par rapport aux règles, où j'ai parlé du fait que enfin, autrefois, les femmes étaient censées procréer en permanence. Donc, on se mariait dès nos premières règles et on devait procréer tout le temps. Et en fait, une femme qui avait ses règles, c'était une femme qui avait, tué un enfant, d'après les savoirs de l'époque et c'est vrai que même si c'était pas forcément, à visée féministe et engagé dans un contexte féministe, le projet Sorcière est féministe dans le sens où il parle de ça et je pense que c'est important aussi de toujours rester en connexion justement avec cette idée de non-hiérarchisation. Moi, je suis pas forcément pour la destruction de l'héritage de ce qui s'est passé avant. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont reproché, par exemple, de parler de Nietzsche, parce que Nietzsche est un auteur qui apparemment était misogyne. Mais on peut pas non plus dire on nie plus du tout d'auteurs, parce que du coup, tous les auteurs masculins de l'époque étaient misogynes. Donc, on peut plus lire du coup d'auteurs de cette époque-là et je pense qu'il faut pas détruire ce qui a été fait par le passé. Au contraire, il faut s'en souvenir et le mettre en avant pour dire comment on crée une nouvelle société qui est justement plus égalitaire pour les hommes et les femmes et à partir de ce passé historique qui pour moi est très important dans l'histoire, enfin dans le présent, quoi. Dans les modèles qui m'inspirent, c'est vrai que par rapport, à ce sujet, des valeurs, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que j'aime bien, les personnes enfin, j'aime bien suivre des personnages qui ont quand même réussi dans leur, domaine artistique ou et l'écriture. Je sais que dernièrement, c'est un peu cliché, mais parce qu'on entend beaucoup parler de cette exposition, mais c'est vrai que j'avais découvert il y a quelques mois, Georgia O'Keeffe, avant d'entendre parler de l'exposition et c'est vrai que Georgia O'Keeffe, je trouve qu'elle a un peu ce côté sorcière parce qu'elle n'a jamais eu d'enfant et c'est Mona Chollet qui dit dans Sorcière justement aussi, que beaucoup de femmes qui n'ont pas eu d'enfants, réussissent, davantage que les autres et c'est triste à dire, mais c'est vrai que je le constate aussi et je trouve ça assez fort en fait, cette force et cette volonté de sortir du modèle et de se poser la question: «Est-ce que j'ai vraiment envie de rentrer dans le modèle, qu'on attend de moi en tant que femme ou d'être, moi aussi, enfin, c'est très difficile, je trouve, parfois, en tant que femme, de savoir si on a envie de vivre cette vie ou pas et parfois même le fait de se poser la question, ça nous fait aussi nous poser la question de c'est ce qu'on n'a pas envie ou parce qu'on pense que c'est pas c'est enfin bref, l'instinct qui est là et qui est contradictoire quoi avec l'ambition, professionnelle
Mais sinon après dans mes inspirations, c'est vrai que j'ai été très inspirée aussi par Tolkien, parce que je sais que j'avais lu pas mal de choses sur la façon dont il procédait pour écrire et il avait ce truc de l'écriture, performative aussi, où, il y a un côté où il écrivait tous les jours une certaine quantité de pages, quoi qu'il arrive. Et bien sûr qu'il y avait je pense des jours où il devait écrire des moins bonnes pages que d'autres, mais c'est vrai que moi j'ai ce truc-là où je dessine très régulièrement, même parfois pour faire des dessins qui sont ratés, mais parce que j'ai l'idée qu'il faut toujours avoir une productivité assez, cadrée et c'est vrai que l'illustration prend une énorme place dans ma vie perso et c'est vrai que pour arriver à mes objectifs, je sais pas, quels seront les sacrifices que j'aurai à faire dans le futur, mais je sais que les sacrifices que je fais dans la vie actuelle, c'est que, ben, voilà, je sors moins que d'autres personnes. Hem, je sais que, parfois, mon compagnon, me dit que, il trouve ça pénible quand on va au restaurant ou dans des endroits publics et que je me mets à dessiner, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est très enfin, c'est quelque chose qui est très envahissant, quoi. C'est une passion qui est tout le temps là, quoi et je peux pas me déconnecter de ça, facilement. Donc ça, ce serait un peu les modèles qui m'ont fait me dire: «Voilà, il faut que tu procèdes comme ça, parce qu'eux, ils ont procédé comme ça». Et après bon, pour l'histoire des enfants, je sais pas, je suis encore jeune pour parler de ça, mais c'est juste dans l'idée que l'ambition féminine, elle est souvent un peu restreinte par, justement le contexte et les attentes que la société a sur les femmes et donc voilà. Après, dans mes inspirations, sinon en illustration, bah, il y a des artistes, comme Alice Bloomfield, Maryse Pénal, Miriam Maille, Minken Kei, Oriane Buy, Tinkan Forest, Kristen Rothbard, voilà. Là, j'ai cité plus, des noms comme ça d'illustrateurs parce que si jamais il y a des gens qui sont intéressés pour avoir des nouvelles inspirations. Voilà, ça c'est les artistes que en ce moment je regarde beaucoup travailler. Après c'est vrai que sur le côté, conceptuel, je vais chercher plein d'inspirations un peu partout. J'écoute énormément France Culture aussi. Non, en fait, j'écoute toute la journée France Culture, donc j'écoute, quasiment tous les documentaires qui sortent, dans la journée en travaillant et c'est vrai que je puise énormément, sur, France Culture, mes inspirations. Si je devais parler de ma meilleure production, enfin la production dont je suis la plus fière, je pense que je parlerais de ma BD Def qui n'est pas terminée. Parce que pour moi, l'écriture de cette BD est probablement la meilleure de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Parce j'ai vraiment fait une écriture, très profonde et très poussée. Après je fais des blocages, qui permettent pas de la terminer et justement, j'ai une sorte d'exigence tellement forte et enfin sur cette œuvre-là, que c'est très compliqué de la finir parce que j'ai tellement peur de la gâcher, tellement enfin, mon projet me plaît. Mais sinon après dans les illustrations, en fait, ce qui fait que j'ai envie toujours de continuer ce métier aussi, c'est que je suis jamais satisfaite et que je considère pas que j'ai une illustration qui est meilleure que les autres parce que, à chaque fois que je la termine, bah, en fait, j'ai un sentiment de plaisir qui est très fort juste après. C'est un côté un peu, jouissif, c'est vrai, mais ça dure pas très longtemps et c'est ça qui fait que, du coup, j'ai envie de recommencer et de reproduire à chaque fois autre chose. Parce que c'est comme une drogue, quoi et il faut toujours une nouvelle dose, en fait et il y a jamais de sentiment, de complet, plénitude, en fait, ça dure pas, en fait. Mais tant mieux, en fait, parce que je pense que ça serait triste si j'avais réussi à atteindre ce point-là de plénitude et je pense que je produirais plus, quoi et donc par rapport à mon métier, je suis contente de pouvoir tout le temps renouveler ce plaisir, quoi. C'est sûr que, il y a un côté un peu, addictif, c'est vrai au plaisir qu'on peut ressentir dans la création quand on arrive à atteindre ce qu'on avait envie de faire. Même si en fait, je pense que j'atteins jamais totalement ce que j'ai envie de faire, parce que c'est jamais totalement, conforme à l'idée que j'en ai avant et surtout l'idée que j'en ai avant, elle est pas toujours totalement définie donc il y a toujours un peu une part de surprise aussi
Et parfois, c'est en faisant une illustration que je me dis: «Ah, j'aurais dû faire ça aussi» et j'avais en fait, au fond, envie de faire ça, mais je me rends compte que j'avais envie de faire ça juste parce que je l'ai fait fini, quoi. Et en fait, des fois, je fais des illustrations et je me dis, mais en fait, il faudrait que je reprenne cette illu et que je la refasse à zéro et que, à partir de celle que je viens de faire, parce que ça me permettrait d'en faire une mieux. Souvent, je le fais pas parce que j'ai des nouvelles idées à faire et que une journée de 24 heures, c'est pas assez pour, pour faire entrer, tout ce que j'aimerais faire, de ma journée. J'ai pas de regrets par rapport au parcours que j'ai pris et ce qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Que je pense que même si à des moments j'ai fait des erreurs, bah, ça m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui et je pense que c'est encore le début de la suite. Mais c'est vrai que si je devais me dire une chose et qui m'aurait fait peut-être, gagner du temps, c'est que peut-être des fois, je pense que plus jeune, j'ai trop eu tendance à faire des illustrations sans prendre le temps d'écrire et de conceptualiser assez en amont et je pense que si j'avais compris l'importance de l'écriture dans mon travail, j'aurais fait des choses peut-être plus profondes, plus vite. Voilà, je pense que c'est ça le principal conseil que je me donnerais si je pouvais parler à mon ancien moi. Surtout, mon ancien moi en début de cursus, artistique qui, enfin, faisait parfois un peu n'importe quoi parce qu'elle avait juste envie de dessiner et où elle prenait pas assez le temps de réfléchir à ce qu'elle était en train de faire, quoi. Après, c'est vrai que ça s'apprend aussi, donc ça vient avec le temps. Et peut-être, la qualité plutôt que la quantité, ou bien prendre le temps de finir, ce que je fais, plutôt que de toujours partir dans de nouveaux projets. Et un conseil qu'on m'a donné et que j'ai appliqué depuis, que j'aurais aimé recevoir mais très jeune, c'est, il faut toujours aller au bout de ses dessins, même si on a l'impression qu'ils sont ratés, de ce qu'on est en train de faire, même si on a le sentiment que c'est raté. Souvent, en fait, c'est en allant jusqu'au bout qu'on fait une belle œuvre, en fait. Parce que si on s'arrête, en fait, aux erreurs qu'on est en train de voir au fur et à mesure, bah, on progresse jamais, on fait que des dessins inachevés. Et il faut toujours aller au bout de ce qu'on est en train de faire. Et je pense que c'est ça, le principal conseil que je me donnerais à moi-même, qu'on m'a donné un jour d'ailleurs et que j'applique depuis. Et si j'avais pu l'avoir avant, ça aurait été mieux. Je pense que c'est très important de se confronter au ridicule et je pense que ce que j'aurais pu faire, plus jeune aussi, c'était de me mettre dans une zone de risque, par rapport au ridicule, parce que je pense qu'une fois qu'on a affronté le ridicule, on peut tout affronter, quoi et une fois qu'on se rend compte que, il y a aucune peur, en fait, à avoir en amont, par rapport à ce qu'on est en train de montrer, bah, en fait, finalement, c'est là qu'on progresse le plus et je pense que l'humour, par exemple, ce qui est dur, c'est que souvent, il faut accepter d'être ridicule et c'est ça qui est un peu difficile. Je pense que la désinhibition est très importante dans le travail. Je pense que plus jeune, ce que je constatais, mais je pense que c'est propre à la jeunesse et plus on vieillit, plus on arrive aussi à se dégager de ses peurs. Je pense que j'avais beaucoup de peur et du coup d'inhibition et parce qu'en fait, il faut vraiment être souvent dans l'auto-analyse et se dire: «Mais, est-ce que j'ai pas envie de faire ça ou est-ce que j'ai peur qu'on pense, quelque chose de ce que je vais faire, en fait?» Et à partir du moment où on décortique le truc et on se dit: «Mais en fait, ce serait peut-être une bonne chose aussi de voir, les réactions que ça peut entraîner et enchaîner» et en fait, ça désinhibe, totalement et je pense que c'est ce côté prise de risque qui est très important aussi dans la création et c'est marrant parce que quelqu'un me disait, «C'est vrai que vous les artistes, il y a un côté où vous montrez, une part de vous-même et de votre âme» et souvent ça peut paraître un peu difficile parce que quand les gens nous critiquent ou critiquent ce qu'on est en train de faire, on a l'impression qu'ils sont en train de nous critiquer nous, bien au-delà de notre travail et il y a peu parfois de distinction entre notre travail et ce qu'on est nous et c'est vrai que je le vois dans ma famille et par rapport à la façon dont les gens peuvent critiquer dans ma famille mon travail, je pense que c'est là où c'est le plus difficile d'ailleurs. C'est qu'en fait, quand ils aiment pas, quelque chose que j'ai fait, j'ai vraiment l'impression qu'ils critiquent, l'ensemble de ce que je suis. C'est comme s'ils me connaissaient pas ou qu'ils voulaient pas vraiment me connaître
parce que j'ai ce sentiment qu'en comprenant pas mon travail, parce qu'en général, quand on n'aime pas quelque chose, c'est qu'on le comprend pas. La plupart du temps, il y a l'objectivité et l'harmonie visuelle des couleurs, tout ça, mais on peut apprécier le propos quand il y en a un écrit, sans apprécier esthétiquement, l'œuvre de l'artiste. Et dans le cas de ma famille, souvent, j'ai l'impression qu'il y a ce truc-là où on voit juste l'esthétique et on voit pas forcément le travail d'écriture qu'il y a derrière et de concept et c'est ça que je trouve difficile et je pense que c'est la famille, c'est un gros travail sur soi et de désinhibition et justement le côté ridicule. Moi, c'est pour ça que j'avais fait, je m'étais auto, trollé mon compte Facebook parce que justement sur les réseaux sociaux, le côté troll où je publiais que des trucs complètement ridicules et débiles, mais justement parce qu'après je me suis dit, déjà je me suis rendu compte qu'il y avait pas tant de gens qui regardaient ce que je faisais. Parce qu'il y a pas tant de gens que ça qui réagissaient à mes conneries et en fait, les gens, ils s'en fichaient et quand je me suis rendu compte que les gens s'en fichaient de ça, je me suis dit: «Mais alors pourquoi je m'embête à me soucier autant du regard des gens, quoi?» Et c'est vrai que dans le travail artistique, c'est très important de casser ça, quoi et je pense que c'est humain, hein, d'avoir, conscience du regard des autres et d'avoir besoin de contrôler aussi un peu ça. Mais maintenant, après, quand on veut évoluer au niveau artistique, je pense que c'est très important et je vois des fois dans les travaux, sur, d'autres personnes, des fois je vois qu'il y a ce truc je sens l'inhibition de certains artistes et c'est ce qui leur permet pas des fois d'avancer, quoi et ils se rendent même pas compte que c'est ce petit détail-là qui ferait la différence. Parce qu'ils veulent plaire à des gens avant de se plaire à eux-mêmes et avant que leur travail leur plaise à eux-mêmes, quoi et du coup, ils sont en train de finalement, ils sont dans la séduction, mais ils sont pas dans l'affirmation d'eux-mêmes, en fait. Et ça, je trouve ça assez important à travailler, ouais. Mon travail sur moi-même et d'auto-analyse a vachement influencé mon style parce que, justement, au fur et à mesure du temps, j'ai osé plus de choses. Là où au début, j'avais un style, qui était pas encore tout à fait, puis aussi parce que ça se travaille, un style, c'est quelque chose qui est en constante évolution, mais c'est aussi quelque chose qui se travaille par rapport au fait de produire. Parce qu'en fait, c'est en voyant 10 dessins différents qu'on se dit: «Bah, ça, c'est moi». Mais il faut avoir eu 10 dessins pour se dire: «Bah, ça, ce petit œil comme ça, je le refais souvent et c'est ça, ça m'appartient, quoi». Ou le souvent on me dit: «C'est les mains», par exemple, que j'ai une façon de dessiner les mains, un peu particulière avec des positions un peu débiles et justement, ce truc-là, c'est parce que j'arrêtais pas de le faire, en fait et que je me suis rendu compte que c'était mon style. Je pense que c'est important aussi pour j'en parlais avec, une professeure de d'art appliqué, où elle me disait que c'est important aujourd'hui aussi que les jeunes se trouvent sans qu'on se sentir obligé d'avoir forcément ce style parce que faut voir dans quel contexte on a envie d'avoir un style. Moi, je sais que mon style, c'est à la fois quelque chose qui m'aide et qui est aussi un handicap parce que dans le travail professionnel, avec les entreprises, n'aiment pas forcément les gens qui ont un style. Donc moi, j'aime ça au niveau artistique, c'est ce qui fait que j'ai un travail qui est peut-être plus fort, artistiquement, mais c'est aussi quelque chose qui est handicapant dans la vie de graphiste parce que, en fait, on ne demande pas aux gens d'avoir forcément de la personnalité pour, correspondre à la société de consommation et c'est pas le dessin qui est important, c'est le message ou le produit et dans ces contextes-là, en fait, l'illustration, elle ne compte pas beaucoup, quoi mon style, sinon a évolué, par les couleurs aussi parce que c'est vrai que j'ai des périodes aussi de couleurs différentes où, par exemple, j'ai des moments où j'aime bien, le rose et le bleu et ça donne souvent des tons un peu violets aussi. En fait, c'est des couleurs qui veulent dire des choses différentes. C'est vrai que le violet, il y a le côté mystique, il y a le côté, justement un peu, cosmique, du violet qui me plaît beaucoup le rose, il y a une certaine douceur et le bleu, rose et bleu, il y a aussi le côté, il y a aussi le côté homme-femme, un peu comme ça qu'on les considère et le violet, c'est la représentation aussi souvent qu'on donne du féminisme parce que c'est la volonté de l'égalité homme-femme et la dégenreisation aussi des choses c'est pour ça que ces couleurs-là, par exemple, me plaisent particulièrement. Après, pour sorcière, j'ai changé de gamme chromatique parce que j'avais pas envie de dire la même chose. Pour moi, c'était important
d'utiliser des couleurs qui étaient, dans le contexte de ce que j'étais en train de dire. Donc, j'ai choisi un fond un peu beige pour rappeler le vieux papier, le côté un peu, comme on parle quand même d'un sujet qui, date souvent, Moyen Âge, Renaissance. J'avais envie qu'on ait l'impression que c'était un peu du papier, du vieux papier quoi, papier vieilli. Et le rouge, j'ai choisi un rouge un peu sang, donc rouge-orange, pour parler à la fois du sang des règles, qui est un sujet important pour les sorcières, du sang, de la torture, du sang, enfin et le côté aussi vivant et qui est important et là, on a beaucoup joué avec la mort des sorcières et parce que le rouge, c'était aussi le diable, donc ça me paraissait important aussi qu'il y ait cette couleur et j'ai choisi avec ça, pour accompagner ça, j'ai choisi un bleu marine parce qu'en fait, dans la conception, du noir qu'on a actuellement, on voit le noir de manière très foncée et très, très pure, en fait. Mais autrefois, à la Renaissance et au Moyen Âge, Pastoureau raconte que le noir tel qu'on le voit aujourd'hui n'existait pas vraiment et c'était plus des marrons, justement des bleus très, très foncés ou très appuyés et en fait, comme ils avaient pas le même éclairage que nous dans les églises et tout ça, en fait, la plupart du temps, on voit c'était pas les mêmes noirs. Donc ça paraissait important pour moi d'utiliser aussi cette réalité historique pour, écrire ce que j'avais à écrire. Chose que personne ne sait et ne verra, comme ça si on lui dit pas, mais voilà. Donc c'est comme ça aussi que je choisis. Donc après, il y a des périodes noir et blanc. Le noir et blanc, ça dépend de ce que j'ai envie de dire. Après, le noir et blanc, c'est plus binaire, hein, c'est enfin, les 2 extrêmes qui cohabitent et puis après on a souvent j'utilise quand même des tons un peu gris aussi pour faire les contrastes. Pour moi, le noir et blanc a pas autant à dire peut-être au niveau des couleurs que le reste, enfin ou peut-être beaucoup de choses à dire, mais c'est vrai que je pourrais pas dire pourquoi, les derniers temps j'ai choisi le noir et blanc, particulièrement. Je pense que ça dépend vraiment de l'illustration et de la série que je suis en train de faire et c'est des gammes chromatiques qui peuvent souvent, revenir et parfois ça permet aussi de faire une transition avant de repasser à des couleurs. Ce que je fais parfois, c'est des petites séries en noir et blanc parce que j'ai envie d'appuyer les nouvelles couleurs et que je veux garder une harmonie aussi, de mon travail global et comme c'est des phases de transition, c'est vrai que en tout cas, sur les réseaux sociaux, je fais attention à avoir, un équilibre, des couleurs et parce que je déteste, les trucs, où, on a, des trucs hyper criards parce que, enfin ou qui sonnent faux. Parce que enfin, je trouve que c'est un peu comme la musique, on a besoin d'harmonie, colorimétrique et si on commence à faire, des changements de palette et qu'on met pas un peu de noir et blanc pour équilibrer le tout, bah ça je trouve que c'est pas très joli. Mais après, c'est mon point de vue. Dans l'évolution que j'aimerais avoir, j'aimerais, vivre correctement, de l'illustration et uniquement de l'illustration. Aujourd'hui, je vis de ce que je fais et justement, j'ai fait mon chiffre d'affaires cette année, donc je suis très contente. Champagne. Mais c'est vrai que, il y a aussi beaucoup de missions annexes qui sont pas forcément, hyper enrichissantes que je fais parce que si je faisais que l'illustration, bah, ça serait très chouette. Mais, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est dans un monde aussi où, bah, par exemple, les éditeurs, enfin, ils donnent que 8 de droits d'auteur aux auteurs. Donc forcément, les auteurs ont du mal, à vivre de ça et c'est vrai que moi, j'ai du mal à me consacrer sur un projet de BD à fond et que sur ça, sachant que c'est un projet qui va pas me permettre de vivre correctement non plus derrière. Donc je peux pas me permettre de pas prendre l'émission, en fait, de graphiste. Parce que, et à cause de ces missions-là, j'ai jamais eu 6 mois de ma vie, complètement off et libre pour juste me consacrer à un projet de BD. Ce qu'il faudrait pour que je puisse, finaliser vraiment un projet jusqu'au bout et ça, c'est un truc qui me frustre, un peu et que j'aimerais à terme pouvoir vraiment résoudre. Après sur le côté reconnaissance, je pense que on peut avoir envie, d'être célèbre, enfin mais je pense qu'au final, on n'est jamais satisfait par ce besoin de reconnaissance et je pense que ce qui est important, c'est surtout de
d'arriver à la fin de ma vie et de vivre vraiment pleinement de mon art et d'en être fière de ce que j'ai pu faire. Et je pense que, enfin, déjà, le fait de produire comme je produis, ça me rend vraiment assez heureuse, on va dire. Et déjà, quand je regarde les années qui se sont écoulées là, depuis que j'ai commencé à produire autant, je trouve que ces années-là, elles sont devenues plus riches. Déjà en rencontres, mais aussi, en ce que j'ai à dire et la façon dont j'utilise les choses et même la façon dont je vois le monde, au global. Je pense plus à la vieille femme que j'ai envie de devenir, un peu au quotidien. Je me dis à 80 ans qui je veux être et la vieille femme que j'ai envie d'être, bah, c'est une vieille femme qui aura accumulé énormément de créations et qui aura suscité, l'intérêt, en fait, pour des gens. Après qu'il y ait un pays entier qui s'intéresse à moi ou juste, 100 pèlerins, pour moi, ça va pas changer énormément les choses dans le sens où, je pense que ça changera pas le bonheur que je pourrais ressentir à faire ce que je fais, quoi. Je pense que ce qui compte, c'est d'abord déjà de vivre et de pas être frustré, quoi, dans sa pratique. Après, je pense que c'est important d'avoir un minimum quand même de reconnaissance parce que, bah, déjà ça fait vivre et puis ça permet d'être aussi fier et de se dire qu'on n'est pas un taré dans son coin, qui fait des trucs et qui est incompris, quoi. Moi, j'aimerais pas être un artiste incompris. Enfin le côté, artiste maudit, à la Baudelaire, enfin ça appartenait bien à des aux poètes maudits, mais moi j'ai pas du tout envie d'être, non plus, une incomprise et voilà et j'ai envie que aussi des fois les gens se disent: «Ah c'est cool ce que tu as fait» et qu'on en discute et puis que ça me donne de nouvelles idées, que c'est pour ça que je parle pas mal avec les gens qui me suivent sur Instagram, par exemple, parce que j'aime bien en fait avoir le retour des gens et c'est parfois des discussions que j'ai avec des gens qui vont me donner de nouvelles idées parce qu'ils s'intéressent à mon travail et que voilà, c'est enfin, c'est ça qui est vraiment chouette. Je trouve ça important aussi de se rappeler, je disais, je suis très inspirée par, Georgia O'Keeffe et j'ai trouvé que c'était très intéressant la façon dont elle arrivait à amener une certaine, humilité dans son travail où, elle se place pas du tout au-dessus des gens et différente des autres et je pense que c'est important de rappeler aussi aux spectateurs de toute, œuvre, enfin d'arrêter de mettre l'artiste en génie parce qu'être artiste, c'est un métier et c'est du travail et je pense que c'est important aujourd'hui de reconnaître ça comme un métier et le travail qu'il y a derrière et pas toujours parler de ce talent qui serait comme l'idée qu'on est des génies ou qui nous placerait dans une autre place dans la société, parce qu'on serait différent et il y aurait une hiérarchie, vis-à-vis de ça et moi j'ai pas du tout envie de me considérer différemment, des autres gens. Cette idée de la non-hiérarchie pour moi elle est vraiment centrale dans mon travail et j'ai tendance à reprendre les gens qui parlent de talent à cause de ça, parce que je pense que c'est voilà, moi je préfère qu'on me félicite sur les heures de travail que j'ai réussi à passer sur un sujet que de me dire que voilà, ce serait inné. C'est pas inné, en fait et rien de tout ça n'est inné. Il faut travailler et on arrive à des choses par le travail, quoi. Peut-être que dans certains domaines, il y a des gens qui ont pas besoin de travailler et qui arrivent à des beaux résultats, mais tant mieux pour eux, mais je fais pas partie de ces gens-là et je pense que c'est important que les gens le sachent parce que, voilà, je suis humaine, tout simplement.